Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, un format un peu inhabituel. Alors déjà, vous remarquerez, pour une fois, je suis en chemise. Et c'est pas n'importe quelle chemise, c'est une chemise en lin. Je vous explique tout à la fin, ça fera l'objet d'un petit bonus. Avant de partir dans les champs pour regarder tout ce qui se passe, c'est l'heure des petites annonces où je vais évoquer un sujet très important chez nous, à savoir le personnel. Et ouais, parce que on a beau avoir du matériel, on a beau avoir des terres, des magasins, etc., tout ce que tu veux, si t'as pas de personnel, tu fais rien. Alors aujourd'hui, je vous l'annonce, on cherche 2 apprentis pour la prochaine rentrée scolaire. 2 personnes qui seraient motivées, 2 jeunes qui seraient motivés par le maraîchage pour apprendre le métier, évoluer et pourquoi pas à l'avenir rester chez nous. L'exemple parfait, c'est notre cher Franck qui est là depuis plus de 15 ans maintenant, qui a démarré ses classes, on va dire, en tant qu'apprenti ici sur la ferme. Et voilà, aujourd'hui il connaît tout, il sait tout faire, et ça pour nous c'est un sacré avantage. De savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, son autonomie, etc. Donc ça c'est vraiment pour nous le top, et on souhaite un peu réitérer ce schéma là en essayant si possible d'embaucher 2 apprentis. Alors pourquoi 2? Parce que forcément, comme vous savez, l'apprentissage, il y a une partie en école, une partie au boulot. Donc l'idée d'avoir 2 apprentis, c'est aussi de compléter les périodes où l'un n'est pas là pour que l'autre soit là, et parce que forcément le boulot, on peut pas l'avancer ou le reculer. Quand il y a du boulot, enfin souvent c'est comme ça en maraîchage. Donc du coup, la petite annonce du jour, c'est qu'on recherche 2 apprentis là pour la prochaine rentrée. Alors à défaut de trouver des apprentis, pourquoi pas trouver des salariés à temps plein, enfin un salarié du coup à temps plein. Ça c'est aussi une possibilité, mais c'est vrai que pour l'instant on axe plus sur l'apprentissage, parce que voilà, on a vu que ça a vraiment fait ça a porté ses fruits par le passé. Moi je suis aussi passé par l'apprentissage, donc pour moi c'est vraiment une voie vraiment intéressante pour les 2 parties, parce que pour le jeune qui est encore à l'école, ça lui permet de, alors j'ai pas envie de dire découvrir un métier, parce que quand on est dans cette voie là, généralement on sait dans quel domaine on veut travailler plus tard. Donc c'est plutôt des gens qui ont déjà un attrait assez affirmé pour le milieu. Et c'est également une bonne opération pour l'entreprise, parce que ça nous permet de prendre le temps de former la personne, former le jeune. Parce que c'est vrai que quand tu prends un salarié, tout de suite tu payes plein pot, et il faut que ce soit rentable, quoi. Il n'y a pas d'avance, hein. On sait bien que nos entreprises, nos fermes maraîchères ne roulent pas sur l'or, donc il faut que les salariés soient tout de suite efficaces. Et c'est vrai que de passer par l'apprentissage, ça permet d'adoucir un peu tout ça, de prendre le temps de former, de prendre le temps d'expliquer, d'avoir d'essayer d'entrevoir une vraie progression, pour qu'après quand on embauche le jeune, et tout de suite voilà, on ait quelqu'un qui soit formé et qui soit efficace. Alors donc du coup, si tu es passionné par le maraîchage, si tu as prévu de faire une formation en apprentissage en début d'année prochaine, et même si tu n'es pas dans le Nord, si tu es partout en France et que tu as envie de bouger, regardez, moi je suis parti en Alsace pour faire mon apprentissage. J'ai fait 3 ans en Alsace, où j'allais entre Lille et Strasbourg. Donc j'avais le travail à Lille, et puis l'école à Lille et le travail à Strasbourg. Donc ça m'a pas empêché, et puis au contraire, je trouve c'est vraiment une super expérience que d'aller voir une autre région quand on est jeune comme ça. C'est les premiers moments où vous allez vous débrouiller tout seul, allez avoir votre logement, etc. En plus vous allez pouvoir vous faire une paye tout en étant à l'école. L'entreprise elle paye, bien souvent elle paye l'année scolaire, elle vous verse un salaire aussi, et donc vous avez votre formation qui est payée, et en plus vous avez un salaire. L'apprentissage pour le jeune en tout cas, c'est vraiment une voie d'insertion dans le milieu professionnel, et c'est surtout une voie d'insertion dans la vie, tout simplement, dans la vraie vie, parce que quand on est que à l'école, c'est pas ça la vie. Moi je me rappelle, quand on était à l'école, c'était plus pour s'amuser, hein. Par contre quand tu vas en entreprise, là c'est les choses sérieuses qui commencent, et l'objectif n'est pas le même.
En ce qui concerne le niveau scolaire attendu, clairement il n'y en a pas parce qu'en fait le poste il s'adaptera à la personne, à ses compétences, que ce soit du bac pro, du BTS, du CS, enfin, je sais pas tout ce qui existe, ou même du diplôme d'ingénieur. En fait l'objectif, hein, on peut parler de la période d'apprentissage, mais surtout on parle de la période après apprentissage, ce sur quoi va déboucher cette période de formation qui peut durer 1, 2 ou 3 ans. Je sais qu'en ingénieur c'était 3 ans, bac pro bah, ça peut être 1 ou 2 ans, le CS c'est 1 an, voilà, il y a plein de formats possibles. En fait on peut s'adapter justement à ça, et du coup c'est le poste qui en découlera, qui s'adaptera à la personne, puisque en fait tout est adaptable. Si la personne elle souhaite s'engager, elle souhaite manager, elle souhaite encadrer quelque chose, il y a des possibilités. Elle peut encadrer une équipe. Si c'est juste une personne qui souhaite faire son petit boulot sans aucune responsabilité, on va dire, c'est possible aussi. Voilà, tout est possible. Donc voilà, il n'y a pas de restriction au niveau des profils de base. La seule et unique chose qui est hyper importante, c'est juste d'aimer ça en fait. Parce qu'on peut dire, moi je veux quelqu'un de motivé, je veux quelqu'un de courageux. En fait ça sert à rien. Il faut juste quelqu'un qui aime ça. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu auras forcément toutes les qualités qui vont en découler. Quand tu n'aimes pas, comme je dis souvent, hein, moi des fois il y a des gens qui me disent ouais, tu travailles beaucoup, tu es courageux. Ben, je dis non, je suis pas courageux, je suis passionné. Et c'est ça la nuance, parce que moi quelque chose que j'aime pas faire, bah, forcément on a plus de défauts que de qualités. Par contre quand tu aimes faire quelque chose, souvent tu as bien plus de qualités que de défauts. Ben voilà, donc voilà, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a un attrait particulier pour la production et plus particulièrement de légumes. Alors je sais que il y aura pas foule pour les passionnés de maraîchage, mais je sais que quelque part en France réside la future pépite qui va venir compléter nos rangs. En tout cas, où que vous soyez en France, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse mail. Du coup, vous aurez mon prénom et mon nom. Donc, vous pouvez aussi me contacter sur Messenger. Vous m'envoyez quelques petites infos avec ce pourquoi c'est quelque chose qui peut vous intéresser brièvement, mais pas très grave, c'est pas long. Et puis surtout un numéro de téléphone, ou alors vous me le demandez, je vous donne mon numéro de téléphone, vous m'appelez quand vous le souhaitez. Parce que je préfère avoir un premier échange directement au téléphone. Ça permet de mieux jauger les choses, mieux faire connaissance, etc. Et surtout savoir si vous êtes vraiment passionné par la culture et par la production de légumes plus précisément. Donc surtout n'hésitez pas, n'ayez pas peur, foncez. C'est maintenant que vous pouvez démarrer une nouvelle carrière dans le légume. Bon allez, maintenant c'est le moment de faire un petit tour de toutes nos cultures en extérieur. Et il y en a, donc on va essayer d'être rapide, on va aborder brièvement culture par culture en fonction de l'ancienneté. Sûrement on va traverser un peu le champ comme ça. Allez, c'est parti. Alors on commence par les choux-fleurs et les brocolis qu'on avait plantés dans la vidéo première plantation d'extérieur. Et donc les brocolis qui commencent à nous faire des petites choux là. Alors ils sont pas très... Bon, je pense que ça va nous faire des beaux brocolis, je pense qu'il y a encore du potentiel. Après le feuillage est pas top, il y a quelques petites décolorations comme ça. Alors faut dire, hein, pour les choux-fleurs c'est pareil de toute façon. Faut dire qu'ils ont beaucoup souffert ceux-là, énormément d'eau, même, et puis le froid, même s'il y avait le P17, je me rappelle le P17 qui tapait dessus, etc. Ah, franchement ils ont démarré dans les pires conditions, ils ont peut-être eu il y a peut-être eu des mauvaises assimilations de nutriments, pourtant en termes de fumure il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, ça va pas être terrible, on verra jusqu'où ils vont aller en termes de calibre les brocolis. Mais avec peu de feuillage comme ça, j'ai peur que ce soit pas très gros. Bref, ensuite les choux-fleurs à côté. On voit qu'il y a les premiers ici. D'ailleurs, quand je vois ça, je me dis qu'il va falloir peut-être se manier à commencer à couvrir. Parce que le problème des choux-fleurs comme ça, surtout à cette période là, avec le soleil qu'on aura, ça va vite jaunir. Donc on va devoir faire ça, passer et casser une feuille pour recouvrir, ombrager, de sorte que le chou-fleur reste bien blanc. Ça ne change pas, là, ça va pas, la couleur ne change pas le goût, mais toujours est-il que c'est bien plus présentable. Un chou-fleur blanc, vous en vendez 3 fois plus qu'un chou-fleur qui a coloré, ça c'est clair et net. Ensuite ici on a mis un peu de persil dehors, donc moi je n'ai pas encore attaqué ici, je suis encore dans le persil en serre. Oh, il est magnifique, franchement en serre il commence un peu à monter.
Après ça va très bien, on peut couper à la base les tiges. Et puis ça repousse tellement vite que bah, j'ai même pas encore commencé ici. Ça va. Et du persil en plan, ça je ne passerai plus à autre chose. Du persil semé, c'est une catastrophe parce que ça met tellement de temps à lever. Qu'en désherbage, c'est vraiment la misère. Tandis que là en plan c'est vraiment le top du top. Après tu fais une botte avec un plan et puis t'en fais plusieurs parce que ça repousse. Tu vas faire 3 à 4 bottes par plan. Donc ça c'est vraiment super. Bon, ensuite le premier échec cuisant de l'année, c'était ces salades. Bon, on a quand même réussi à récolter. J'ai pas eu assez pour toutes mes ventes habituelles. Mais alors du coup les limaces, comme je vous l'avais dit, j'ai perdu énormément à cause des limaces. Bon après là on voit pas, on a déjà quasiment fini le parc en fait. Voilà, plein de pieds qui manquaient parce qu'ici on avait mis le voile P17, on voyait pas du coup en dessous. Et tout à coup j'ouvre le P17, je vois tous les mains, mon dieu, les gros dégâts. Donc là on a perdu facilement 50% sur le premier lot. Et sur le deuxième lot, là on est en train de cueillir les salades ici sur le deuxième lot. Alors les trous là c'est parce qu'on cherche toujours les plus belles salades quoi. Mais voilà, ici ça commence à être vraiment beau ce parc. Donc c'est le deuxième lot d'externe, donc ça c'est magnifique ça ici. Là vous avez une chaîne impeccable. Et voilà, comme celle-ci là, on voit que ça c'était les limaces. Là on les a pas coupées. Donc ici je pense qu'on a perdu 25-30%, voilà, un bon 30% je pense plutôt sur ce deuxième lot. Ici on en est au deuxième lot de choux, brocoli, chou-fleur. Donc on voit que les assimilations elles sont bien plus belles. Les feuilles sont belles. Alors j'ai pas mis de filet. Mais donc j'ai déjà été emmerdé avec les pigeons. Bon, ça va maintenant que c'est passé. Maintenant que le stade est bien avancé, les pigeons ils ont plus trop le temps. En fait on a toujours 2-3. Ils ont plus trop le temps de faire beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que c'est calamité entre les corbeaux, les pigeons, les limaces. Enfin bref, on en reparlera juste après parce qu'il y a d'autres problèmes. Il y a de quoi faire. Alors j'aurais dû mettre un filet. C'est toujours pareil hein, avec les yakas. On fait plein de trucs, mais des yakas, moi j'en ai 100 par jour. Bon, ici on enchaîne avec les épinards, les premiers épinards semés qui sont vraiment top. Là j'ai commencé à récolter. Donc ouais, franchement c'est pas mal. Alors le feuillage est pas très vert. J'ai l'impression qu'il y a ça ressemble à un manque d'azote. Pourtant je suis quasiment sûr qu'il y a ce qu'il faut hein. J'ai mis pour moi j'ai mis assez. Puis en plus il y a encore l'arrière fumure de l'année dernière qui doit faire effet. Mais bon, toujours est-il que ça goûte bon, donc on peut le récolter. Les feuilles sont larges, donc ça se récolte assez facilement. Donc là c'est parti. J'ai déjà semé un deuxième lot, on va le voir après. Ensuite on enchaîne ici avec les betteraves rouges. Plutôt pas mal aussi. Alors quelques dégâts de limaces hein. On voit tous les trous. Ça a été semé au Smart Précision, donc ça normalement il n'y a pas y avoir de problème. Et puis les graines généralement il n'y a pas de problème de germination. Alors ensuite les carottes, où là bah forcément gros échec dû aux limaces. Donc on voit c'est crescendo ici, enfin c'est décrescendo pardon. Beaucoup d'attaques de limaces par là. Et par ici la dernière bande elle est à peu près, elle est correcte on va dire. Voilà, il y a des manques mais donc ici pour rappel il y avait eu le désherbage de prélevé. Et après on a fait du binage. Donc il reste plus grand chose, c'est correct hein, franchement. Voilà. Et ici, alors qu'est-ce que ça donne? Parce que mine de rien en serre ça avance vite hein. On fait pas mal de carottes cette année. Voilà, on a ça. Donc ça c'est pareil hein. Ça paraît pas grand mais ça va vite. Ensuite on attaque le troisième lot de salade, enfin troisième et quatrième et cinquième là-bas déjà. Où, bon, quelques petits dégâts de limaces, mais franchement c'est même pas du 2-3%, c'est rien, c'est peut-être 1% de dégâts de limaces, même pas. Et bah c'est pas trop mal hein. Regarde ça ici, ça commence à paumer bien. Dans quelques jours on pourrait commencer à récolter, ça va être beau hein. Regarde les chaînes rouges ici, magnifique. Oh ça c'est beau, ça c'est beau. Donc là on est encore sur paillage plastique. Avant de parler des navets ici, du coup maintenant on passe toujours l'été, on passe sans paillage plastique. Puisque généralement on a des bonnes conditions de binage.
La salade, ça se bine quand même plutôt pas mal, hein. Quand on est en petite surface, ça se fait bien en pouce-pouce. Le seul problème quand on n'a pas le paillage plastique, c'est qu'on n'a pas les trous de plantation sur lesquels on sait exactement où il faut viser pour planter. Donc on fait un peu à la wall again. Enfin, mais pour bien, il faudrait que j'investisse dans un rouleau marqueur. Alors, mais je trouve que c'est assez. Enfin, j'en ai trouvé un chez TerraTech, mais il est trop cher à mon goût. Donc j'essaie de trouver une solution pas trop chère, parce que voilà, c'est pas non plus, c'est pas le truc qui va nous rapporter beaucoup d'argent d'avoir un rouleau marqueur. Donc je vais essayer de trouver un système. D'ailleurs, si vous pensez à un système pour marquer mes planches, savoir où je mets mes plans, un truc assez rapide, un truc à rouler quoi, que je pourrais faire assez rapidement. Je sais pas encore trop comment faire, mais à discuter. Donc les navets ici, j'avoue que c'est un petit pari parce que j'ai pas mis de filet pour les mouches. Ça c'est assez risqué à cette époque. Après avec les pluies qu'on a eu, je pense pas que c'était un gros temps à mouche. On verra bien. Là ça va commencer tout doucement à faire le navet. Et on verra, hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mouches. J'ai semé ça avec le semoir pneumatique aussi. Donc très bonne. Par contre très bonne levée. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, sur l'autre bande là-bas il y avait une bande à vide. C'était des navets que j'ai semés. Et alors là, mais 0% de levée. 0, la même graine que ça, hein. 0% de levée. Limaces. Elles ont strictement tout bouffé. Ça par contre apparemment c'est hyper appétant pour la limace. Et je comprenais pas. Du coup je dis bah, merde, normalement les navets ça allait quand même assez vite. Et je reviens je sais pas une semaine après, j'ai dit c'est bizarre, tu rien de lever. Je sais bien qu'il fait froid mais normalement ça va quand même assez vite. Et du coup je regarde et puis en fait je vois les germes, mais je vois les germes sectionnés. Et donc en fait tout avait germé, mais juste avant que ça sorte, les limaces elles venaient sectionner, bouffer le petit bout de germe qui apparemment est super bon pour eux. Enfin bref, du coup un lot de navet qui est foutu quoi. Merci les limaces. Ah tiens, ça tu vois, ça je suis sûr que c'est un ami corbeau ça qui me l'a déterré comme ça. Salaud. Ensuite ici du maïs doux. Eh ouais, sauf que j'en ai un là. Et regarde, un trou, un trou, un trou, un trou, un trou, un trou, un trou. Et il tape pas à côté, hein. Bah c'est les corbeaux. Il y a 2-3 corbeaux qui sont venus ici. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait gaffe à ça. Et ils m'ont tout bouffé. Mais du début jusqu'à la fin, hein. 99%. Enfin j'en vois. Il y en a un par-ci par-là qui est élevé, donc enfin autant te dire que c'est foutu. Mais ils sentent la graine en fait, et puis ils piquent au bon endroit. Et ils se loupent pas. C'est vraiment, c'est très impressionnant, très intelligent. Donc là bah c'est pareil, hein, j'aurais dû mettre le filet, hein. Si j'avais mis le filet, ça me prenait quoi mettre le filet? Ça me prenait 5 minutes. Et c'est pareil, ça fait partie du 100e yaka de la journée. Voilà. Ensuite ici, deuxième lot d'épinards qu'on a semé la semaine dernière. Très belle levée. Là je l'ai semé, je l'ai pas semé au pneumatique, je l'ai semé avec mon petit semoir à bras. Parce que c'est vrai que faire sortir le pneumatique, vidanger les graines, etc. juste pour une bande, c'est relou. Donc c'est encore plus simple avec le petit semoir, même si c'est beaucoup moins précis. Ensuite ici on a les courgettes. Donc on a un premier lot de courgettes que vous avez vu en serre. Donc là ça c'est le deuxième lot qui a très bien repris. Donc paillage comme les patates douces, paillage hermétique pardon. Donc il n'y a pas de passage d'eau, donc il faudra irriguer au goutte à goutte dans tous les cas. Même si le paillage garde toute l'humidité. On voit c'est encore très humide ici. Donc voilà, on voit que la courgette se porte très bien. Et ça c'est pareil, ça va aller à une vitesse avec les jours longs. J'avoue que je suis un peu en peine de courgettes. J'ai des problèmes de botrytis en serre sur les courgettes, donc j'ai pas mal de déchets. J'ai eu un peu d'oïdium qui fait que ça ralentit certainement un peu la photosynthèse et donc du coup la production de fruits. Et puis de toute manière j'en avais pas mis assez. Il faudra que j'en mette beaucoup plus que le développement de certains marchés, etc. J'ai manqué de courgettes. C'est malheureux pour un truc qui est quand même normalement assez simple à faire. Ensuite ici pour finir ce premier bout de parcelle, on a les panais qui sont super bien réussis. Ça je suis hyper content.
Donc j'avais semé avec le semoir pneumatique les rangs du côté à 75 et je m'étais dit que c'était pas assez dense finalement, donc j'avais ressemé au milieu avec mon semoir Ebra mécanique. Donc tout de suite désherbé dessus, avec la pluie qu'il y a eu forcément ça a bien marché, mais j'ai quand même complété ici avec un binage parce qu'en poste levé on n'a pas grand chose qui marche très bien, donc j'ai juste biné et après j'ai même passé avec la binette sur les côtés, enfin le petit comment on appelle ça, la petite rasette pardon. On va aller ici, hop, les petits Datura, ça c'est la merveille du Nord, ça c'est une vraie saloperie. Et ici j'en ai un paquet, mais ça se gère, faut juste être là au bon moment. Mais grosso modo voilà, pané super bien réussi. Alors forcément les panés ça a besoin, souvent le problème qu'on a c'est que quand on sème ça assez tard, au début la butte ça sèche et le pané déteste avoir une période de sec au moment de sa levée. Il aime bien toujours avoir une bonne disponibilité en eau pour faire germer sa graine, c'est assez compliqué. Et il ne faut pas qu'il y ait de rupture au moment de la germination. Si par exemple tu as un peu d'eau, ça a envie de germer, mais finalement il fait sec, alors tout de suite ça crame. Ça veut pas lever. Donc ça c'est... Et là comme il n'y a toujours plus, la butte était toujours humide, donc forcément j'ai mes 100% de levée, enfin du moins quasiment. Donc ici ça va être je pense une réussite, enfin du moins pour l'instant. Alors la première portion de 60 mètres étant terminée, on va commencer à attaquer la deuxième portion. Enfin on a déjà attaqué avec les patates douces et poireaux. Mais ici du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout labouré à l'avance. Il y a toujours un moment dans la saison où je laboure tout. Enfin ça dépend ça dépend des années, je fais jamais pareil. Et là j'ai tout labouré d'avance, voyant un peu les conditions météo qui allaient changer, etc. Et à la fin de la période humide, j'ai tout passé à la rotative comme si j'allais être prêt, comme si c'était prêt à semer. Avec même la crossquette ici pour tout rasseoir. Comme ça ici on enferme l'humidité. Regardez, là avec le soleil qu'il y a eu dessus, je vais gratter 2 cm et vous allez voir la fraîcheur. Voilà, directement ici en dessous, c'est nickel. Enfin c'est super frais. Donc là c'est les 2 premiers centimètres ils vont sécher forcément. Mais en dessous ça va toujours rester frais. À moins vraiment quand on est 2 mois de sec quoi. Mais ça c'est pas très grave, on a ce qu'il faut surtout pour des surfaces comme ça. Et en fait pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la technique du faux semis. C'est-à-dire tu fais semblant de semer, tu prépares une terre assez fine de sorte que, avec de l'humidité, de sorte que tes mauvaises herbes puissent lever. Et comme ça après quand tu retravailles la terre, tu vas déjà retravailler que en surface parce que la structure elle est faite, là c'est bon. Donc on va travailler uniquement en surface. Et tout le stock de graines, alors forcément pas 100%, mais une partie du stock de graines de mauvaises herbes aura été détruit au préalable. Donc après ce que je vais faire, bon là j'ai des salades à planter, donc je vais préparer mes bandes pour salade forcément. Mais après ce que je vais faire quand je vais préparer ici mes bandes, je vais également préparer déjà les bandes suivantes pour les futures salades et autres petits légumes type épinards, navets, etc. De sorte que vraiment on ait la bande qui soit prête. Et comme ça à chaque fois on va retravailler tout légèrement pour détruire les mauvaises herbes. Et déjà on aura un bon point de gagné. Ensuite les poireaux ici qui ont bien repris. Hein. Forcément avec toute l'eau qu'il y a eu, c'est vraiment pas un souci. On voit c'est impeccable. Ensuite, et pour finir sur cette parcelle, le premier gros lot de carottes, donc on va dire de garde. Enfin ça c'est surtout les carottes qu'on va récolter en septembre, octobre, novembre, jusqu'à peut-être décembre. Ouais, allez, décembre. Et donc on voit ici, première ligne à côté de l'ancienne chaume de blé, très attaquée à limaces. Donc là tu as un plan là, tu as la prochaine graine, elle est à 20 cm, là tu en as un tout de suite à côté, 15 cm, là ici tu n'en as pas sur bientôt 1 mètre. Donc première ligne très attaquée, deuxième ligne beaucoup moins déjà, mais elle est peut-être 50% de perte. Troisième ligne 5% de perte, 5-10% de perte. Quatrième ligne encore un tout petit peu et après ça va beaucoup mieux. Après c'est parti. Voilà, les limaces on voit qu'elles ont fait du mal au début. Et après ici voilà c'est la plus belle levée de carottes que j'ai jamais eu. Elle est magnifique. Comme quoi voilà. C'est vrai que la flotte pour nous c'est usant. Enfin, c'est usant pour tous les paysans. Mais en maraîchage quand même tu vois que quand tu as de l'eau régulièrement ça pousse quoi. Les légumes ils ont besoin de flotte. Alors ça en découle d'autres problèmes hein, tout aussi sérieux. Mais rien que là sur la levée on est vraiment on est au top quoi.
Donc là je suis à 50 graines au mètre. Du coup comme j'ai une très bonne levée, ça me semble un petit peu beaucoup pour sortir du calibre. Après voilà, j'ai qu'un rang tous les 75, normalement on doit faire quelque chose de bien, hein. Donc ici ça a été désherbé une fois au pulvérisateur, en prélevé toujours, hein, donc avant la levée. Et après normalement il n'y aura plus rien, ce sera on pourra biner mécaniquement avec le butoir à pommes de terre, le sarcleur à pommes de terre qui marche très bien. Tu vois ici par exemple, je te dis là, quand on a trois comme ça qui sont... Alors ça c'est parce qu'il y a eu un doublon, tu vois, je pense que je le voyais pas bien les doublons sur le disque. Je devrais un peu mieux régler mes sélecteurs. Mais ici tu as dû avoir un doublon, t'en as trois qui sont au même endroit. Donc après ça a une capacité quand même à se pousser pour... Mais après moi ce qui m'intéresse, comme je dis toujours, c'est la longueur de la racine. C'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup sur but. Là tu as vraiment un bon ameublissement sur la profondeur et tu auras une belle et longue carotte. Bon, ce qui est bien, c'est que l'effet limace me permettra de faire des comparaisons de rendement en fonction des densités. Là on a une forte densité là-bas, ici on a une très faible à faible moyenne densité. Ça permettra de comparer aussi les calibres qu'on aura au final. Allez, ici on arrive dans les pommes de terre, la passion des patates. Alors ici vous vous rappelez, c'était la fin qu'on avait planté, on est en Adora. Donc là on est à 24 jours après plantation. Donc ça c'est les Adora ici. Donc forcément bah, c'est un peu hétérogène au début, c'est normal. Donc voilà, c'est encore en train de lever. Ensuite on a les gélis, les plants que j'avais trouvés à la fin là, vous savez, pour compléter la parcelle, qui sont en cours de levée. D'ailleurs là-bas les Adora, vous voyez, j'ai mis un P17 là, j'ai fait ça il y a 2 jours, on va pas encore voir la différence. Pour permettre de forcer, parce que bon, on n'aura pas le temps, de les voir en serre, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Parce qu'en serre je suis à plus de la moitié de la récolte, plus de la moitié des 2 serres là. Enfin j'ai fait une serre et une bande en plus déjà d'arracher. Donc d'ici là, que celle-là elle soit bonne à récolter, alors même si c'est les Adora que ça va très vite, je pense que quand j'aurai fini ma serre, et ben là j'aurai pas encore de patates. Et alors ça c'est le pire, c'est que j'aurai certainement un trou dans la vente de pommes de terre nouvelles. Ça sera une première et ça c'est bien dommage. Mais la faute à ce fucking weather qui nous a mis dedans et on n'a pas pu planter assez tôt. Et ça c'est emmerdant, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature et on fait avec. Donc j'avais dit les gélis, et ici on est sur les Nazca, les fameuses Nazca, pareil en cours de levée ici, hop. Ça c'est ce qu'on appelle le stade cracking, même avant là. Ici quand tu avais encore la mode dessus, ça craque pour faire passer le germe. Ouais si c'est le germe, le gros germe. Voilà, stade cracking ici, hop, hop. Et en dessous ici, voilà, hop, 1, 2. Ensuite on attaque avec les chairs fermes. Ici ce sera des charlottes. Donc là planté beaucoup plus dru, à 25 cm, on voit 25 cm entre deux. Ça c'est très vigoureux. Les chairs fermes généralement c'est toujours plus vigoureux. D'ailleurs un petit peu de liseron vivace, ça j'aime pas trop ça, mais bon ça va, c'est cantonné une petite zone, mais je savais que c'était là ici. Voilà Charlotte. Ensuite les Annabelle, donc un peu moins vigoureux, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est du plus petit plan. Ça c'est toujours comme ça, quand tu mets du gros plan ça lève plus vite. Alors c'est pas ça qui va faire le rendement au final, c'est pas ça, ça veut rien dire au final, mais en termes de vitesse de levée, le gros plan lève toujours plus vite que le petit plan. Et ensuite là-bas on attaque nos fameuses binges. Alors les binges à partir du cherche mon jalon. Donc là on est encore en chair ferme. Et là 1, 2, 3, 4. Et là on passe en binge ici. Voilà, avec une plutôt bonne levée, il n'y a pas de problème. On voit ça craque un petit peu ici. Et voilà, il est là. Donc ça va être pas trop mal, c'est assez homogène pour l'instant. Donc il y aura déjà, on peut déjà exclure les problèmes de plan. Ça c'est déjà une bonne nouvelle pour l'année. Et enfin on termine aujourd'hui avec le maïs grain qui a été semé du coup le même jour que les pommes de terre là-bas.
Et lui bah forcément qui a levé sans problème. Alors on l'a mis assez profond, donc il a mis un peu de temps à lever, puis il faisait pas chaud non plus. Mais là maintenant qu'il est levé, bah c'est parti hein. Regarde, t'as 1, 2, 3, 4e feuille. À peu près ça. 4e feuille, ça va bientôt être début de 5e par endroit. Donc voilà, ça galope. Et alors, point positif qu'on pourrait croire négatif, c'est que c'est très sale. C'est très sale même. J'ai rarement vu aussi sale à la levée comme ça. Alors c'est un point positif, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors déjà en fait il n'y a plus énormément depuis le semis. Donc ce qui fait que tout ce qui est au milieu ça a levé. Regardez-moi ça, ce tapis ici. Oh, mon dieu. Et parce que d'habitude quand il fait assez sec après le semis, bah ici sur le rang tu as fait une préparation, on va dire, enfin le semoir a fait en sorte de mettre la graine dans des bonnes conditions d'humidité, donc assez profond. Le maïs s'est levé en étant assez profond, donc des fois t'as le maïs dans l'humide, mais qu'ici t'es tout dans le sec, donc les mauvaises herbes elles lèvent pas. Enfin si, elles vont toujours lever, mais pas en même temps. Elles vont attendre des fois une pluie pour lever, ou des fois elles vont pas lever du tout parce que le maïs sera recouvert. Bref, et toujours est-il que là, comme c'est très comme il n'y a plus, bah il y a, enfin je vais pas dire il y a tout, parce que ça va, même quand tu auras tout détruit, il y aura toujours une partie qui va relever, mais tu as une grosse partie qui a levé. Et donc du coup là j'ai déjà passé mon désherbant dessus, ce qui permettra de gérer vraiment la totalité. On voit que c'est en train de vriller là, les mourons, tout ce qui est les kénopodes aussi, ils sont en train de partir. Le renoué persicaire ici, j'ai juste vu tout à l'heure voilà, des orties. Les orties, les orties aussi un petit peu. Bon, c'est assez récent, mais orties ils ont l'air de moins déguster que le reste. J'espère qu'ils vont prendre, parce que il y a des endroits où j'en ai vraiment beaucoup. L'ortie c'est la mauvaise herbe du maraîcher. Généralement ceux qui font que de la grande culture, ils n'ont pas d'ortie dans leur champ. Et nous on en a pas mal. C'est le problème des cultures, des passe-pieds en été, etc. C'est comme ça. Et donc oui, donc c'est pour ça. Et ça c'est le gros avantage du maïs dans notre rotation. Et c'est pour ça que je le vois plus comme une culture de rotation. Parce que je vais vous expliquer. Ici on était sur on va pas dire un champ de bataille, mais presque, avec après les légumes. Donc il a fallu tout retravailler tout ça. Et le maïs vraiment ça s'y prête toujours très bien. On a toujours réussi à faire des très bons résultats, même après des champs qui étaient vraiment pas en bon état. Ce qu'on ferait peut-être pas avec du blé, ce qu'on ferait peut-être pas avec des pommes de terre. Donc ça c'est vrai que pour nous c'est super. Et surtout en termes de désherbage, c'est vraiment un atout majeur. Parce qu'on gère vraiment là, t'as fini tes parcelles de légumes, tu sais que c'est assez sale parce que tu as eu des montées à graines par-ci par-là. De toute façon il n'y a pas à dire, en maraîchage tu peux pas avoir une parcelle 100% propre, c'est quasiment impossible. Il y a t'as la partie qui est cultivée, tu as toutes les parties non cultivées, les bords de parcelles, les passe-pieds. Et puis en été ça va tellement vite, ça monte tellement vite à graines, et tout ce qui est kénopode, ortie, etc. C'est quasiment impossible d'avoir un truc 100% nickel quand t'es pas en grande culture. Donc du coup le fait d'avoir du maïs après, d'avoir une rotation de plusieurs années avant de revenir en légumes, ça permet vraiment d'assainir les parcelles. Avec du blé tu sais assainir, mais tu gères pas les mêmes flores, tu gères des flores hivernales. C'est-à-dire que pour du maraîchage on cherche à gérer les flores estivales qu'on gère très bien avec du maïs, surtout quand tu as de l'eau comme ça où tout lève d'un coup. Donc ça c'est super. Et au-delà de l'aspect des mauvaises herbes annuelles, ce qui est super important c'est les mauvaises herbes vivaces, qui sont vraiment un des plus gros ennemis du maraîchage. Tout ce qui est liseron, rumex, bon rumex on n'en a pas ici, mais alors le liseron vivace, ça c'est ingérable en légumes. Quand on a beaucoup c'est catastrophique, tu sais rien faire. C'est le liseron, vous savez, qui rampe là et qui va aller chercher partout dans le feuillage. Et en fait on dit une vivace parce que c'est sur ça n'a pas des racines comment dire comme les autres mauvaises herbes, c'est des rhizomes en fait qui se multiplient sous terre. Et donc ça t'as beau le couper, en fait en dessous il va se multiplier en plusieurs nouveaux liserons. Et c'est souvent comme ça que fonctionnent les vivaces. Les chardons c'est pareil, c'est des rhizomes, en dessous ça se multiplie, et du coup au fur et à mesure des années ça s'agrandit. Et pour ça les vivaces, il y a une seule solution, c'est malheureusement les produits de traitement. Parce que le désherbage mécanique sur les vivaces, ça ne marche pas. Ça a même des fois tendance à empirer
ça a tendance à proliférer justement parce que tu sectionnes les rhizomes et du coup ça se multiplie sous terre. Donc c'est pour ça que nous dans notre stratégie, le maïs c'est une super culture pour notre rotation. Bon allez, on termine quand même avec les fraises parce que c'est bientôt la fin de la cueillette. Là on arrive bientôt au bout, on voit le rendement il diminue, tout ça, donc encore une bonne semaine de récolte et puis ce sera bon. Donc 5 tunnels qu'on avait cette année. Donc j'avais parlé au moment du bâchage que franchement j'étais très sceptique sur la campagne qu'on allait avoir en fraises parce que les plants étaient vraiment pas beaux. Je m'inquiétais qu'on n'ait pas du tout assez de fraises. Au final on a des super serres. Honnêtement ça s'est vraiment plutôt bien passé. Même ici, ça c'est la dernière plantée. Alors il n'y avait pas beaucoup de feuillage, mais alors justement pas beaucoup de feuillage égale peu de fraises, mais des grosses fraises. Alors c'est une première année ici pour celle-là, donc forcément, donc nous, comme je vais le rappeler, on fonctionne toujours en pleine terre dehors, on fonctionne sur 2 ans. Donc on plante les fraises en août, on fait une première récolte ici maintenant, ensuite on débâche tout, etc. On entretient, enfin on ratiboise les feuilles, et ensuite on laisse repousser pour l'année suivante pour refaire une récolte, une deuxième grosse récolte cette fois-ci en 2e année. Et après on enlève tout, on détruit tout. Parce que la 3e année, on perd trop de rendement, on perd trop, les calibres ils diminuent trop. Souvent ici en première année tu as des gros calibres, en 2e année tu as des calibres moyens et en 3e année généralement tu as des calibres beaucoup plus petits. Après ça se compense, ça se travaille avec les feuillages. Faut bien, en début de saison, il faut bien effeuiller, bien enlever un maximum de feuilles, un maximum de cœur pour que tout soit concentré sur peu de fruits en fait. Essayer d'avoir des gros fruits plutôt que de nombreux petits fruits, c'est toujours plus intéressant parce que ça se cueille beaucoup plus facilement. Et le gros poste de coût dans la production de fraises, c'est la cueillette. Alors on va pas faire le tour de tous les tunnels, mais juste vous dire qu'on avait du coup 2 variétés cette année. Depuis quelques années on travaille en deluxe, donc fraises qui sont là-bas, et puis tous les autres tunnels qui étaient en 2e année du coup, donc normalement une forte production. Et ici on était à la première année avec de la jolie, c'était une nouvelle variété. Et alors franchement, Deluxe c'était très bon. Mais alors la jolie, c'est des bonbons. C'est des bonbons. Le truc c'est du sucre. Enfin franchement c'est un délice. J'avais jamais mangé des fraises aussi bonnes et surtout un calibre vraiment au top. Après c'est une première année, donc forcément les fraises elles sont plus belles, elles sont plus faciles à récolter. Mais alors au niveau gustatif, exaltant. Bon voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tour d'horizon là. Surtout je vous rappelle là, les jeunes motivés derrière là, qui entrevoient un avenir dans le maraîchage. Contactez-moi, franchement je vous attends avec impatience. Comme je l'ai dit en début de vidéo, nous on a beau faire tout ce qu'on veut, on sera jamais rien sans nos salariés. C'est parce que c'est un vrai travail d'équipe le maraîchage, on peut rien faire tout seul. Donc on compte sur vous. Ah puis aussi je vous oublie pas pour le petit bonus. Alors pourquoi j'ai cette petite chemise en lin là, parce qu'en fait dimanche dernier il y avait une édition de Ferme-en-Ville, donc un événement agricole à Gravelines, donc plus entre Dunkerque et Calais grosso modo on va dire. Et donc il y a eu un défilé de mode organisé pour mettre en avant la filière du lin, donc avec des vêtements 100% lin, et organisé par Arnaud Varrobé, qui est un acteur assez connu de la filière du lin notamment, puisqu'il participe à la culture, notamment avec la récolte, mais aussi il fait beaucoup la promotion de cette culture et de cette filière sur les réseaux. Vous pouvez le chercher sur Facebook, il est il est même très actif là-dessus. Et donc du coup Arnaud Varrobé il a également une boutique de prêt-à-porter consacrée uniquement aux vêtements en lin. Et donc du coup il a eu l'occasion d'organiser ce fameux défilé de mode. Et donc en fait Arnaud il cherchait des top modèles, on va dire, enfin des mannequins pour faire le défilé de mode. Alors forcément pas des mannequins
officiels, mais plutôt des gens, des acteurs du monde agricole, donc des agriculteurs, des fils d'agriculteurs, enfin voilà, des gens qui étaient dans le milieu pour défiler justement avec ces vêtements. Et du coup moi j'ai eu la chance de participer à ce petit défilé là, donc c'était une première, hein, défilé pour du prêt-à-porter. Je pensais pas que c'était un truc qui pouvait m'arriver dans ma vie ça, mais bon voilà, toujours est-il que c'était encore une nouvelle expérience qui était assez sympathique, et puis dans un cadre très sympathique. Et donc du coup, allez, je vous mets quand même un petit extrait parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Et puis ça n'arrivera certainement pas une prochaine fois. Peut-être la prochaine édition. D'ailleurs, vous pouvez, ceux qui organisent Fermonville, vous pouvez me réinviter pour la prochaine édition, c'est avec plaisir. D'ailleurs, à noter que du coup, ils m'ont gentiment offert cette petite chemise en lin que j'ai portée du coup pendant le défilé, qui est vraiment magnifique. J'avais porté ça avec un pantalon en lin beige. Enfin, voilà. Vraiment, le lin c'est chic, c'est beau. Allez, je vous montre ça, et merci du coup à Nova Gris qui a financé justement ces petits cadeaux là, et qui était partenaire principal de l'événement de Fermonville cette année à Gravelines. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec le petit bonus, et je vous dis à la semaine prochaine à Nost Keg.